Du coup, une posture qui peut paraître très simple, juste un simple chien tête en bas, en fait, si tu restes plus d'une minute, ça devient autre chose. C'est ça qui me dérange énormément avec les images qu'on a sur les réseaux, sur Instagram, c'est qu'on montre une posture comme, voilà, elle est accomplie, c'est la posture finale, donc on peut la prendre en photo, elle est belle et elle est alignée. Ouais, il n'y a pas un but physique à atteindre, c'est juste faire pénétrer la conscience, élargir la conscience. La souffrance, c'est le mental qui l'a créée, la douleur, c'est quelque chose de physique. Je dis à mes élèves un peu plus avancés, est-ce que, dans cette posture qui est très intense, est-ce qu'on peut trouver des zones de calme? Nous, on est très accrochés à notre corps, à quoi il ressemble, à sa santé. Là, on a peur de la mort. Mais ce que je me suis rendu compte, c'est qu'avec la pratique du yoga, j'avais pas besoin d'une substance ou d'une plante extérieure. Ces choses-là, je pouvais avoir la réponse à l'intérieur de moi. Je pouvais trouver ces espaces à l'intérieur de moi. Sur son tapis de yoga, il s'autorisait à ne rien faire, juste être au contact de son souffle et de sa respiration. Pour moi, j'aurais envie que ça soit un peu plus la norme, mais aujourd'hui, c'est presque un acte révolutionnaire. Beaucoup de gens font du yoga parce qu'ils veulent plus être plus performants, ils veulent être moins stressés pour au final mieux travailler et tout ça. Et ça, pour moi, c'est une dérive. Notre invitée d'aujourd'hui a fait un voyage extraordinaire, à la fois géographique et intérieur. Originaire d'Alsace, c'est au Québec qu'elle a découvert pour la première fois le yoga, une pratique qui allait bouleverser sa vie. Ce chemin l'a menée jusqu'en Inde, où elle s'est formée auprès de grands maîtres, avant de revenir partager son expérience et sa passion. Avec elle, le yoga devient bien plus qu'une discipline physique. C'est une porte vers la méditation, l'équilibre et la connaissance de soi. Elle enseigne des styles variés, comme le Hatha Yoga, qu'elle considère comme la racine de toutes les pratiques modernes, le Yin Yoga, qui invite au lâcher-prise, ou encore la méthode de Gasquet, adaptée à des besoins spécifiques comme la grossesse. À travers ses cours, elle construit des ponts, des passerelles entre le corps et l'esprit, entre l'effort et le lâcher-prise, entre le visible et l'invisible. Aujourd'hui, elle nous emmène dans un voyage à travers l'histoire, la philosophie et les multiples dimensions du yoga, tout en explorant son lien avec la quête de conscience et de sérénité intérieure. Bienvenue Lydie. Merci. Voilà. Eh bien, comme toujours, tu peux commencer par te présenter, nous dire un petit peu d'où tu viens, même si ma présentation a un peu effleuré la question, mais tu seras bien mieux à même de le faire. D'où tu viens, on l'a dit, d'Alsace, mais d'où tu viens au niveau des expériences et intellectuellement. Ok, déjà merci de me recevoir. C'est assez étonnant de se faire présenter comme ça, je n'ai pas l'habitude. Donc, oui, j'ai commencé mon cheminement avec le yoga il y a à peu près 13 ans. Et ça fait 6 ans que j'enseigne. Et en yoga, ce qui est bien, c'est qu'on est toujours étudiant. Et là, aujourd'hui, j'entame des études un peu plus sérieuses dans le yoga. Je commence un mentorat dans un style qui s'appelle le yoga Iyengar. Et donc, voilà, c'est pas mal ça qui m'anime en ce moment. Donc, oui, aujourd'hui, j'entame en fait un long chemin encore avec le yoga Iyengar, donc qui est un style qui a été développé par quelqu'un qui est mort récemment, en fait. B.K.S. Iyengar, c'est un homme contemporain. Et c'est pour moi, aujourd'hui, la meilleure voie pour passer de quelque chose d'authentique, de traditionnel, qui nous vient quand même d'Inde, mais transmis à des Occidentaux, des gens comme nous qui n'ont pas grandi avec forcément beaucoup de spiritualité, qui ont grandi avec le cerveau en premier, l'intellect en premier. Et pour moi, cette pratique... Il y a d'autres styles de yoga qui amènent ça aussi, mais pour moi, la voie Iyengar, c'est vraiment la voie la plus inclusive, où on passe d'abord par le corps, on passe d'abord par les choses grossières, donc les muscles, les bras, ensuite on va vers les os, on va ensuite parler de notre souffle, on va sentir nos organes internes pour aller de plus en plus vers les choses les plus subtiles, tout en déjouant les pièges du mental et entrer dans les couches de l'être plus subtiles, comme je disais, comme voilà, le souffle, l'énergie vitale, le côté spirituel. Alors, ce yoga Iyengar, ça veut dire, il vient d'où? Parce que tu as dit que la personne qui l'avait créé est décédée récemment. Est-ce qu'il était occidental, indien? Est-ce que tu es allé en Inde pour suivre une formation? Est-ce que tu vas aller en Inde ou est-ce qu'il y a des formations ici? Alors, moi, je n'ai jamais rencontré B.K.S. Iyengar, mais il est indien. Il a commencé sa vie près de Bangalore, dans le sud de l'Inde. Et c'était quelqu'un qui était... pas bien parti dans la vie, dans le sens où il était malade dès son plus jeune âge et il était plutôt chétif.
Et son beau-frère, il me semble, était un des premiers grands maîtres à créer une école de yoga vers Mysore. Krishnamacharya, c'était un des premiers maîtres à vulgariser, dans le sens où il a créé une école. En fait, avant lui, c'était souvent maître-disciple. On ne cherchait pas à avoir beaucoup d'étudiants en yoga. C'était pas un statut, c'était plus des ermites dans la montagne qui avaient un maître, et c'était une tradition orale. Est-ce que tu voudrais nous parler de ton approche personnelle du yoga ? Comment est-ce que tu te places par rapport à l'image qu'on a du yoga ? Parce qu'on a tous une image un petit peu, on voit tous des images partout. Le yoga, ça ressemble à ça, c'est une gymnastique. C'est une gymnastique au coucher du soleil devant la mer. Qu'est-ce que tu as à dire de ça ? Je peux dire comment je voyais le yoga avant de le pratiquer. Donc, je voyais le yoga comme une gymnastique un peu spirituelle pour Desperate Housewives qui ne savaient pas comment meubler le jeudi après-midi. J'ai vécu sur la frontière, donc je voyais ça comme très développé en Allemagne. Je voyais ça proche de la dérive sectaire, parce que souvent tout le monde était habillé en blanc, dans mon imaginaire. Voilà. Donc ça, c'est comment je le voyais quand j'ai quitté la France. Et ensuite, j'ai emménagé à Montréal, où Montréal, il y a un studio de yoga à tous les coins de rue. Presque tout le monde pratique, autant les hommes que les femmes, ce qui n'est pas forcément le cas en France, c'est beaucoup plus des femmes qui pratiquent. Et certaines personnes pratiquent 2 fois par jour. Très souvent, avant d'aller au travail, comme les Australiens vont faire du surf, ils font aussi du yoga, les Montréalais vont faire du yoga avant de commencer leur journée de travail. Et ça avait piqué mon intérêt parce que moi, je voyais l'Amérique du Nord comme un endroit où le travail était très, très important, très, très capitaliste, tout ça. Et au final, je voyais des gens qui prenaient soin d'eux au travers de ça, qui faisaient quelque chose pour eux avant d'aller travailler. Et puis c'est un peu comme ça que ça a piqué ma curiosité, que j'ai essayé. Et comment je l'ai vécu au départ, moi, j'étais quelqu'un qui était complètement déconnecté de mon corps. J'aimais beaucoup faire la fête, j'aimais beaucoup l'alcool. Je pense que j'ai beaucoup, beaucoup fait la fête pendant mes études, et je consommais beaucoup d'alcool et beaucoup de substances en général, et j'étais du coup dans une dissociation avec mon corps. Je n'avais pas cette notion de soin. Bon, j'étais dans la vingtaine, donc j'allais relativement bien. Mon corps me faisait pas tant souffrir, ou en tout cas, je me rendais pas compte. J'étais coupée de ça. Et quand j'ai commencé le yoga, j'ai commencé un yoga en plus très, très, très physique, yoga chaud. Donc, c'est une salle chauffée à 40 degrés où on faisait des pratiques très en mouvement, très intenses, avec un miroir en face. Tout le monde avait son legging fluo, tout le monde était à se regarder dans le miroir. Mais c'était très, très fort physiquement. Et moi, je pense que j'avais besoin de quelque chose comme ça. J'avais besoin de quelque chose d'un peu brutal, en fait. Et je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais un corps. Et que, il avait des sensations. Et j'ai commencé à écouter, à me rendre compte que j'étais limitée aussi, parce que je suis raide comme un piquet de base. et voilà, donc ce truc très intense, du coup, j'y allais, comme j'ai une personnalité un peu addictive, j'y allais tous les jours. J'avais trouvé une combine en tant qu'étudiante. Je donnais 3 heures de bénévolat par semaine pour avoir le droit de venir à tous les cours. Et j'ai connecté très fort avec mon corps dans un premier hiver à Montréal où il faisait moins 30 dehors et plus 40 dans la salle de yoga. Donc, ça m'a permis aussi de dépasser cette peur, parce que moi, je suis arrivée au Canada avec l'énorme peur du froid. C'était un truc qui me terrorisait. J'avais grandi en Alsace, mais j'avais très, très peur de ce froid-là. Et en fait, ça m'a permis de vraiment me détendre avec ça. En fait, quand tu passes 2 heures à 40 degrés, tu ressors la veste ouverte et tu rentres à pied et il n'y a aucun problème. Donc ça a été la première chose que j'ai connecté avec la pratique. Même si aujourd'hui, je ne ferais plus du tout ce genre de yoga-là. Quelle était la question ? La question, c'est à quoi ressemble ton yoga par rapport au yoga, l'image qu'on a du yoga en général ? Celui que tu as découvert, celui que tu as creusé après les salles surchauffées à 40 degrés, et puis ta première expérience au Québec. Comment est-ce que toi, tu as approfondi cette première approche ? En fait, ce qui a été très particulier pour moi, c'est que j'ai toujours voulu aller en Inde bien avant de découvrir le yoga. Et je savais que le yoga avait un rapport avec l'Inde, mais ce que je faisais au Québec n'avait absolument aucun lien, à part peut-être le nom des postures en sanskrit. Donc moi, je cherchais à faire le pont avec ça et je comprenais rien parce qu'il n'y avait pas de philosophie. C'était de la gymnastique, en fait. C'était très, très physique. Et après ça, j'ai voyagé au travers du Canada. Puis j'ai passé pas mal de temps en Californie. Et là-bas, je suis tombée sur des studios où il y avait une petite approche un peu plus philosophique, où
on parlait un peu plus de pourquoi est-ce qu'on fait les choses, le lien avec l'hindouisme, tout ça. Et pareil, c'était des nouvelles infos, c'était très nébuleux. Et je cherchais l'authenticité, je cherchais... donc j'ai essayé plein de styles, plein de studios, mais sans vraiment... Juste en étant de plus en plus perdue, en fait. Je n'obtenais pas de réponse. Je suis revenue à Montréal et j'ai changé de centre. Et là, je suis allée dans un endroit où je suis tombée sur quelqu'un qui donnait pas seulement des cours de posture, mais qui parlait du souffle aussi. Et même dans ces cours de posture, en fait, je pense qu'il parlait pendant une demi-heure sur un cours d'1 heure et demie. Au début, il parlait de sa fascination de la nature, de la contemplation, de la concentration, de l'esprit, en fait. C'est un fou qui passe tout son temps à nous suggérer beaucoup de choses. Moi, je suis quelqu'un qui est beaucoup dans le mental et qui est capable d'avoir 5-6 pensées en même temps. Et ben, cette personne m'a appris à observer ça. Donc, être dans l'observation. Parallèlement, j'avais commencé la méditation Vipassana. Vipassana, méditation silencieuse, 10 jours, aucun échange, aucune distraction. Donc, ça m'avait un peu fait toucher à ça. Et j'ai commencé un peu à faire les ponts avec, OK, c'est pas que des postures, c'est un voyage intérieur. Et là, j'ai commencé à vouloir aller en Inde. En fait, je me disais, vu que je suis juste embrouillée avec toutes les différentes approches que je trouve en Amérique du Nord, je vais aller à la source, en fait, tant qu'à faire. Puis ça me faisait du bien, je me sentais de mieux en mieux. Donc, quelques années plus tard, je suis partie en Inde. Je suis allée à l'endroit où tout le monde va. Je suis allée à Rishikesh, qui est donc... aujourd'hui, je le décrirais comme le Disneyland du yoga. À la base, il y a un swami très, très connu, Shivananda, qui a créé son premier ashram là-bas. Et c'est ça qui a attiré les autres. Mais aujourd'hui, c'est surtout du yoga. Enfin, c'est beaucoup de commerce, quoi. C'est beaucoup de business. Les Indiens sont comme tout le monde. Ils ont compris qu'il y avait beaucoup d'argent à faire avec le yoga. Et plein d'hôtels-restaurants sont devenus écoles de yoga en quelques années. Et je suis allée là-bas sans savoir où aller. Donc, j'ai sonné un peu toutes les portes. Je me suis même débrouillée pour devenir, entre guillemets, inspectrice des écoles. Je suis tombée sur une bande de jeunes entrepreneurs locaux qui avaient une chaîne d'hôtels et qui voulaient, en fait, mieux orienter les touristes vers les écoles de yoga. Parce que le tourisme, c'est essentiellement des gens qui veulent se former. Et donc, je suis venue, moi, avec pas mon micro, mais mon papier et mon crayon, et aller inspecter, en fait, toutes les écoles, poser des questions aux profs. Et je me suis rendu compte qu'il y avait tout et n'importe quoi, et j'étais encore plus perdue. Ce gros business, Yoga Alliance, devenir prof de yoga en 300 heures, 200 heures. C'est surtout ça qui se faisait là-bas. Et j'y trouvais pas de substance, j'y trouvais du marketing, j'y trouvais, des postures, mais je trouvais pas l'authenticité que j'étais venue chercher, donc j'étais assez déçue. Et finalement, j'ai fini par en faire un de ces teacher training. Voilà, j'ai passé un mois sympathique avec des Occidentaux et des Américains à me lever à 6 heures du matin, à chanter des mantras que je ne comprenais pas et à faire des rituels que je ne comprenais pas et à me faire mal au dos parce que c'était pas du tout adapté. On a des cordes occidentaux, il y a certaines pratiques qui sont pas faites pour nous. Moi, j'ai grandi sur des chaises comme toi et moi, pas assise par terre, pas assise en tailleur. Voilà. Et finalement, donc je suis restée quand même 6 mois dans cette ville. J'ai, par hasard, dans un sous-sol, je suis tombée sur quelqu'un qui donnait des cours tous les matins et qui m'a intriguée parce que je trouvais ça très lent, dans le sens où on n'allait pas faire 50 postures comme ce que j'avais connu avant au Canada ou même dans certaines écoles à Rishikesh. On restait vraiment pas mal de respiration dans une posture. Du coup, une posture qui peut paraître très simple, juste un simple chien tête en bas. En fait, si tu restes plus d'1 minute, ça devient autre chose. Et c'est quelqu'un qui donnait beaucoup de détails sur qu'est-ce que je devais ressentir. Et comme je suis très dans le mental, comme beaucoup de gens, le fait de me dire, OK, l'orientation de ton gros orteil, c'est important. Plaque ce muscle-là contre cet os-là. Et en permanence, il nous guidait sur le corps en entier. Puis tu te rends compte que quand tu es dans le gros orteil, tu as perdu les mains. Enfin, voilà, et ces allers-retours. Et là, j'ai touché à quelque chose d'un peu plus intéressant. Et du coup, j'ai suivi ces cours-là pendant 5-6 mois, tous les matins. C'est un cours de 3 heures. On allait peut-être faire 10 postures. Mais là, je commençais à toucher à quelque chose d'un peu plus subtil. Et j'ai eu un autre maître, qui lui, c'était plutôt les cours du soir, où là, je faisais la méditation. Où on a commencé à parler de chakras. Alors, j'avais une vague idée de ce que c'était les chakras. Et il nous a rien expliqué dans la théorie, mais il nous faisait sentir des choses. Il nous amenait des couleurs, il nous amenait des sensations dans des parties du corps. Et
C'est très, très dur de mettre des mots là-dessus. Hein. C'est vraiment de l'ineffable, mais j'ai touché à des choses vraiment dans le corps subtil. Et voilà, donc j'ai passé 6-8 mois à expérimenter avec ces 2 maîtres-là, sans qu'il y ait forcément de nom sur leur pratique. Ils m'ont pas dit ça c'est du Hatha Yoga ou ça c'est du Tantra. Non, il y avait zéro théorie. Mais du coup, je suis rentrée chargée. Et c'est les 2, d'ailleurs, c'est ces 2 maîtres-là qui m'ont dit au bout d'un moment, maintenant, la suite pour toi, c'est d'enseigner. Maintenant, il faut que tu enseignes. Alors oui, j'avais reçu mon diplôme qui ne me donnait pas du tout confiance, mais eux, ils m'ont dit, par contre, maintenant, il faut que tu enseignes. C'est ça la suite de ta voie. C'était pas mon but. Moi, je voulais juste progresser sur mon cheminement, trouver un peu plus d'authenticité, de réponse. Hein. Beaucoup de gens à Rishikesh et en Inde en général depuis les années 70 qui sont un peu perdus et qui cherchent des réponses. Et eux, ils me disaient c'était dans l'enseignement. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à enseigner. J'enseigne en Inde à des blancs sur un toit, parce que beaucoup de choses se passent sur les toits avec les singes. Ça a été le début de mon enseignement. Et tu disais, le yoga, c'est pas une gymnastique, en tout cas, ça s'arrête pas à une gymnastique. Qu'est-ce que c'est, alors, le yoga dans son essence ? En fait, déjà, c'est pas un sport. Je dis gymnastique, c'est du sport. Il n'y a pas de chrono, il n'y a pas de but à atteindre. C'est ça qui me dérange énormément avec les images qu'on a sur les réseaux, sur Instagram, c'est qu'on montre une posture comme, voilà, elle est accomplie, c'est la posture finale, donc on peut la prendre en photo, elle est belle, elle est alignée. Mais c'est pas ça qui est important. Et je me disais justement ce matin que en 13 ans de pratique, aujourd'hui, je fais de moins en moins de postures différentes et peut-être de moins en moins acrobatiques. Ce qui est important, c'est qu'est-ce que tu ressens à l'intérieur. Et c'est ça qui est génial pour les débutants, par exemple, parce que donc, le chien tête en bas, je ne sais pas si tu vois, on a 2 mains par terre, les 2 pieds au sol, on cherche à tendre les jambes et à étirer le dos. Donc, on cherche à former un triangle. La première fois qu'on fait ça, mais on transpire, on reste pas 1 minute, en fait. Tu ressens énormément de choses. Et tu es dans le yoga. Mais la posture, elle n'est pas parfaite. Le dos, il est rond. Souvent, les bras sont pas tendus, les jambes encore moins. L'important, c'est de ressentir quelque chose. Et du coup, moi, je pratique toujours des chiens tête en bas, mais après 13 ans de pratique, je suis un peu plus souple, j'ai un peu plus de muscles dans les épaules, je tiens mieux. Du coup, pour ressentir ce que j'avais senti la première fois, il me faudrait 10 minutes. Donc, je ne sais pas si ça répond vraiment à ce qu'est le yoga. Mais en tout cas, ça n'est pas... Il n'y a pas un but physique à atteindre. C'est juste faire pénétrer la conscience, élargir la conscience. C'est un des chemins pour ça. Il n'y a pas de but à atteindre. Alors, on va revenir un petit peu à ce cliché de dire c'est pas le but, mais c'est le chemin. Il y a un petit peu quand même cette idée-là. Ouais. Oui, complètement, oui. Ouais. Et est-ce que ce chemin-là, c'est pas le chemin de l'inconfort, hein? Je faisais référence, j'ai écouté une interview d'un maître Shaolin, dont je me rappelle plus le nom, qui disait que le but du Shaolin, selon lui, c'était de rechercher l'inconfort, voire même la souffrance, pour se connaître soi-même. Est-ce qu'il y a quelque chose qui va dans ce sens-là ? Alors, j'utiliserai pas le mot souffrance, j'utiliserai peut-être le mot douleur. Mikael Iyengar a tout un chapitre dans un de ses livres que j'aime beaucoup, qui est La Voie de la paix intérieure, sur la douleur. La souffrance, c'est le mental qui l'a créée. La douleur, c'est quelque chose de physique. Et là encore, tout est interprétation. C'est-à-dire que quelque chose que toi, tu vas trouver douloureux ou que tu vas dire que c'est de la souffrance, moi, peut-être pas. Et inversement. Dans une posture, dans une asana, on peut sentir un très grand inconfort. On peut ne pas du tout avoir envie de rester dedans. L'idée, une posture juste, c'est d'y trouver une certaine aisance. Mais ça prend du temps et de la répétition. En fait, le yoga, c'est un cheminement long. C'est pas parce qu'une fois, tu réussis à faire cette série que tu auras atteint quelque chose au niveau de la connaissance de toi. C'est, à chaque jour, je vais répéter, revenir sur le tapis et sentir des choses qui sont différentes. Le Chetin Tamba de hier n'est pas celui d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je n'ai pas dormi de la même manière, je n'ai pas mangé la même chose, la température n'est pas la même. Ce que je vis à l'intérieur dans la même posture est différent. C'est ça qui est intéressant, selon moi. Et pour ce qui est de la douleur et de la souffrance, c'est de faire la différence entre une sensation physique qui est très intense et la souffrance que le mental m'apporte. Je dis à mes élèves un peu plus avancés, est-ce que dans cette posture qui est très intense, est-ce qu'on peut trouver des zones de calme ? Est-ce qu'on peut... C'est une autre manière de dire, est-ce qu'on peut laisser le mental à l'extérieur, lui qui dit que je veux sortir de la posture, que c'est horrible, que ça fait mal ? Est-ce qu'on peut le laisser de côté, revenir à les zones du corps qui vont bien ? Est-ce qu'on peut faire circuler un peu plus le souffle ?
d'étendre le ventre pour permettre déjà à la souplesse de s'installer, mais aussi de trouver un certain espace. On ne veut pas une sensation de compression, mais quand on débute, on va sentir que ça. Tout est difficile, tout est inconfortable. Mais au fur et à mesure qu'on répète, on peut trouver des espaces et de la liberté, en fait, de l'aisance. Une des manières de définir le yoga, c'est de... En fait, toutes les postures, si tu veux, ce sont juste des excuses pour se ramener dans son centre, pour se connaître mieux. C'est pas la posture qui est importante, c'est de dégrossir, des muscles, tu vois, ce qu'il y a de plus physique à ce qu'il y a de plus subtil à l'intérieur. Le souffle, tu vois, c'est déjà beaucoup... Si je te parle du souffle, c'est beaucoup plus subtil comme sensation que étirer les ischio-jambiers. Je sais pas si c'est clair ce que je raconte. Tout à fait. Et une des définitions du yoga aussi, c'est que les postures ne servent au final qu'à une seule chose, c'est être capable de s'asseoir. Il y a une seule posture qui est importante, c'est la posture assis. Et les premières images qu'on a vues du yoga, alors je ne sais plus où ni quand, mais c'est la posture assise. Les autres, c'est pour pallier un mode de vie qui ne nous permet pas de rester assis sans bouger. C'est de cultiver une immobilité du corps pour trouver l'immobilité de l'esprit, pour être capable de se concentrer, pour être capable d'atteindre la méditation et du coup, éventuellement, le samadhi. Encore une fois, qui n'est pas un but. Ok, mais cette posture assise, c'est cette fameuse posture en tailleur où on a les pieds qui viennent en surface. Le lotus, c'est celle-ci. Donc ce serait, s'il y avait un but, tu viens de dire qu'il n'y en avait pas, mais tout tourne autour de ça, d'arriver à cette posture. Ben non, parce que le cheminement est super intéressant. Voilà. Pour moi, je ne cherche pas à faire un lotus parfait. Et en plus, la plupart des Occidentaux, avec nos genoux, on ne peut pas. C'est pas compliqué. Moi, en demi, oui, certains bons jours, au bon moment de mon cycle, peut-être. Après 1h30 de pratique, de préparation. Et on peut aussi s'asseoir autrement pour atteindre un état de méditation. Quand j'ai fait Vipassana, et je l'ai fait pas mal de fois, je ne me suis jamais assise en lotus. Je me suis assise avec plein de coussins parce que j'avais besoin de ça pour trouver un peu de calme et avoir moins mal au dos. Est-ce que tu peux expliquer pour les gens comme moi ce que c'est Vipassana ? Alors, Vipassana, donc il y a des centres un peu partout dans le monde. Donc, ça vient du bouddhisme et c'est une technique de méditation. Et la personne qui l'a le plus vulgarisé en Occident, c'est Goenka. Et du coup, dans les centres, donc lui, il est décédé maintenant, dans les centres, il y a sa voix, ses enseignements qui sont donnés. Et le principe, c'est tu y vas pour 10 jours, tu t'engages à faire les 10 jours, et c'est en silence complet, et aucune forme de communication. Donc bien sûr, ton téléphone te le laisse à l'entrée, tu n'écris pas, tu ne lis pas, mais aussi tu ne vas pas avoir d'échange de regard avec les autres participants. Parfois, tu peux être avec une 50aine de personnes, l'endroit où moi je l'ai fait, c'était ça. Et tu te lèves à 4 heures du matin, je crois, et tu vas méditer 10 heures par jour, ponctués de moments d'enseignement, où tu écoutes la voix de Goenka qui te donne étape par étape les techniques. C'est très simple, c'est très basé sur la sensation de la respiration. Waouh, voilà. Ça paraît presque impossible à faire, entendu comme ça. 10 heures par jour pendant 10 jours. Moi, je pense que je suis quelqu'un qui a besoin qui avait, en tout cas, maintenant c'est peut-être plus vrai, mais qui avait besoin de choses assez chocs. Tu vois, les premières pratiques que je faisais en yoga, c'était quand même assez costaud. Aujourd'hui, avec le recul, je me dis que c'était assez violent de commencer aussi avec Vipassana, l'entrée dans la méditation. C'est pas pour tout le monde et c'est pas forcément la meilleure chose à faire en premier. Mais moi, à ce moment-là, ça m'a sauvé la vie. À ce moment précis, c'est vraiment ce dont j'avais besoin. Pourquoi ? Parce que tu parlais d'addiction, enfin, pas d'addiction, mais de comportement addictif. Il y a eu des comportements addictifs. Bon, là, c'était moins ça. C'était plus, j'étais vraiment perdue. J'étais dans une quête de sens, en fait. J'avais beaucoup voyagé. Je suis quelqu'un qui a beaucoup bougé. Je venais de traverser Canada, États-Unis en stop. J'avais pas dormi 2 fois au même endroit depuis des mois et des mois. J'avais passé beaucoup de temps dans la forêt ou dans les festivals. Enfin, voilà, j'étais très agitée. Et je savais plus vraiment où c'était chez moi. Je savais plus vraiment si Montréal, c'était l'endroit où je voulais être. La France, c'était hors de question à ce moment-là. Donc, j'étais bien perdue. Et j'avais besoin de me recentrer et de savoir un peu plus qui j'étais. Et quand on est dans le silence pendant 10 heures par jour, pendant 10 jours, on n'a pas le choix. Il n'y a personne d'autre que soi. Sa noirceur et aller creuser. On appelle ça les samskaras. C'est aller voir qu'est-ce qui est enraciné à l'intérieur de nous comme nœud. Et on cherche à... Mais on est obligé de les voir. On n'a pas le choix de les voir.
Oui. Ouais, ça a l'air d'être un traitement de choc qui C'est un traitement de choc, fascinant d'un côté. Ça donne envie en même temps. Je m'en sens pas capable, mais ça donne très envie d'essayer. Ouais. Après, j'aime pas trop en parler. Enfin, j'aime pas trop donner de détails sur ce que j'ai vécu parce que moi, le plus beau cadeau qu'on m'ait fait, c'est de pas me donner trop de détails avant que j'y aille. Donc, j'ai pas trop envie de parler de l'enseignement de Gangka. Il faut y aller quand on est déterminé. Quand on se dit que vraiment on va faire les 10 jours et voilà, c'est ça le conseil que je donnerais. Ouais. Mais pour moi, c'était vraiment une chouette expérience et j'y repense en ce moment à y retourner. Après, il y a d'autres moyens de trouver le silence, mais c'est... En fait, ils offrent un cadre, une structure qui est idéale, en fait. Il n'y a vraiment pas de distraction. Et on est dans un monde où on est tellement stimulé en permanence. Je veux dire, c'est très, très dur de ne pas être distrait. Alors, on est dans un monde où on est tellement stimulé en permanence, puis dans le même temps, on a l'impression qu'on essaye de nous déstimuler. C'est-à-dire, on parlait hors antenne de la question de la confrontation au froid, à l'inconfort. On est toujours dans un monde plus cosy, c'est-à-dire les chauffages sont extrêmement forts à peu près partout. Maintenant, il y a aussi l'air conditionné qui arrive à peu près partout. C'était beaucoup plus aux États-Unis, mais maintenant ça arrive aussi ici. On a l'impression qu'on essaye justement plutôt de nous conforter, de nous mettre dans une zone de confort permanente. Mais ça, c'est pour le corps. C'est pour le corps, oui. Le corps n'a plus d'efforts à faire. La plupart des gens, ils peuvent juste passer du lit à la voiture, au bureau, à la voiture, au canapé. Mais ça, c'est pour le corps. Mais par contre, moi, je trouve qu'on est extrêmement stimulé au point de vue mental, intellect. On est tout le temps pollué, en fait. J'avais un prof de théâtre, parce que j'ai étudié le cinéma et le théâtre à une époque, qui disait « le temps de cerveau disponible ». Et ça m'avait énormément marqué. Il me disait, on passe notre temps à rater des spectacles et en même temps, notre temps de cerveau disponible est tout le temps pris par les pubs. Et à l'époque, c'était le début des smartphones. Maintenant, c'est encore pire. Je veux dire, moi, ça fait quelques mois maintenant que je suis en mode ne pas déranger quasiment tout le temps, mais ça me fait un bien fou. Je ne me rendais pas compte à quel point toutes les notifications, plusieurs par heure, c'est épuisant, en fait. Toi et moi, on a connu l'avant-après. Avant, on n'était pas joignable. En fait, on n'avait pas... le monde entier dans notre poche en permanence. Moi, je me rappelle des rendez-vous pris à heure fixe des mois à l'avance et on n'allait pas rechecker avec un SMS la veille ou juste avant, quoi. Et ça, je trouvais que c'était l'espace qu'on a perdu. Pour moi, le luxe aujourd'hui, c'est du silence, c'est pas grand-chose sur l'agenda, c'est voir loin. C'est des choses très simples, mais dont je trouve qu'on est privé. Et ça devrait pas être un luxe. Et c'est ça aussi que j'aime dans le yoga, c'est pas trop de chichi. Tu vois, là, aujourd'hui, je suis venue, j'ai fait ma pratique dans ta yourte. J'ai pas emmené de matériel. J'en ai pas besoin. En fait, il y a besoin de rien. Juste de ton souffle, de ton corps et d'un peu de concentration. Mais justement, il n'y a pas un lien, et j'imagine que c'est le lien qu'essaient de creuser les yogis, entre le mental et le physique. C'est donner de l'espace mental par le physique. Peut-être qu'on peut se donner de l'espace mental en se confrontant au froid ou à l'inconfort, en se confrontant à d'autres choses qui paraissent dérangeantes dans notre société, et puis qui peuvent peut-être ouvrir à une partie du mental qui est maintenant est toujours en constant réveil, on est toujours sollicité pour l'une ou l'autre chose. Est-ce que le physique n'offre pas des espaces de liberté dans le mental ? Si. C'est en passant par le physique qu'on peut chasser le mental. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup le yoga Iyengar, c'est parce que c'est pas du yoga mou, quoi. C'est pas doux. On y va vraiment. On va vraiment tendre les jambes jusqu'à ce que ça tire vraiment fort. Et je sais que mes débutants, au début, ils pensent que leurs genoux vont exploser, que leurs muscles vont se détacher. Et non, ça n'arrive pas. Mais ça permet, en fait, quand tu es dans un étirement très, très fort, mais tu peux pas être ailleurs avec ta tête. C'est pas possible. Ça crée de l'espace. Et on sort de là... Mais j'aurais presque envie de dire ça crée de l'espace, mais ça crée de l'espace parce que c'est rempli d'autres choses. Hein. Est-ce que c'est pas remplir avec l'inconfort plutôt que faire vraiment le vide ? En fait, c'est... On part du grossier pour aller vers le subtil. Donc, tu vas passer par des étirements forts et grossiers, donc passer par des postures pour ensuite donc être dans les sens plus subtils. Donc, tu vas capter, par exemple, le rôle de la peau dans une posture. Donc là, on est encore à occuper les sens. Le stade d'après, c'est de retirer les sens. Et là, on parle d'une pratique plus avancée. Tu vois, on sort de la posture. On n'est plus dans le grossier. Je ne sais pas comment le dire de mieux.
L'idée serait peut-être d'essayer de trouver le confort dans cet inconfort. L'aisance, oui. Et l'espace. Oui. Une fois qu'on a occupé le mental avec l'essence, avec l'intensité, on peut revenir à quelque chose de plus doux. Moi, ce que je vois dans ma pratique aujourd'hui, c'est que dans des postures qui me demandaient beaucoup, où je suais à grosses gouttes, maintenant j'arrive à trouver un certain calme, à détendre les yeux, à détendre les traits du visage, la mâchoire, c'est hyper important. Et là, on touche à des moments de grâce. Mm-hmm. Si on les cherche trop, on les trouve pas. Mais on peut être touché par la grâce, par surprise dans ces moments-là. Est-ce que la simple, entre guillemets, méditation est un moyen aussi efficace d'y arriver? Qu'est-ce que le yoga apporte de plus par rapport justement à la méditation dont on parlait avant? Tu dis à monsieur, madame, tout le monde, assieds-toi et se fais le vide dans ta tête. Il y en a qui y arrivent, mais c'est pas... Vu qu'on est dans un monde où tout est intellectuel, où on stimule énormément le cerveau, l'école, c'est quoi? C'est remplir la tête. Là, on dit de vider. C'est complètement anti-instinctif. Enfin, c'est pas du tout instinctif. C'est très difficile. Donc, de passer par le corps permet de faire le vide. Déjà, d'observer combien on a de pensées. Et ensuite, leur donner moins d'importance. De moins rentrer dans ces histoires. De laisser passer. On peut pas décider de ne plus avoir de pensées, mais on peut les voir défiler sans s'y accrocher, sans les nourrir, sans les développer. Mais là aussi, de nouveau, sur Internet, on voit tellement d'interprétations de ce qu'est le yoga ou la méditation. Et certains disent que c'est arriver au vide absolu dans la tête, arriver à cet état de non-pensée, et d'autres disent pas du tout, c'est pas ça qu'on cherche, on cherche juste à observer. Quel est le discours? Est-ce que c'est plutôt pour rassurer nous autres occidentaux qu'on nous dit mais non, c'est pas le vide qui est le but, mais qu'en fait, oui, c'est le vide qui est le but? Quelle est la vraie pratique du yoga? Pour moi, c'est vraiment faire pénétrer la conscience, apprendre à se connaître, soit à l'étude de soi. Moi, j'en suis là, en fait. Je pense que je peux pas parler de ce que tu décris, qui serait le samadhi pour certains, parce que moi, j'en suis pas là dans ma pratique. C'est pas en 13 ans de torsion et de chien tête en bas que j'ai atteint ces choses-là. J'ai rencontré des gens qui l'ont touché, mais c'est pas des gens qui vont te le décrire avec des mots non plus. C'est vraiment difficile de mettre des mots sur des choses aussi. Tu vois, on touche à l'âme, le langage de l'âme. Moi, je l'ai pas. Je le cherche, je l'étudie, je le traque sur le tapis. Ouais. Tu parles aussi d'un yoga yin. Oui. Et est-ce que tu peux parler du coup de son opposé, le yang? Pourquoi est-ce qu'on est trop dans le yang? Pourquoi est-ce qu'il faut un yoga yin? Et d'où il vient? Et comment tu l'enseignes? Alors, le yin yoga, c'est très récent, ça date des années 90. Je pense que c'est une réponse nécessaire à une société très yang, où on est dans la productivité, dans un agenda très, très rempli, l'efficacité, voilà, le rythme aussi, tout s'accélère. On dort moins. Tout le monde est fatigué. Moi, c'est un constat que je fais. Et le yin, c'est vraiment une manière, une technique pour passer du mode sympathique à parasympathique. C'est-à-dire que on offre un espace où on ne va pas bouger pendant plusieurs minutes et où il n'y a pas d'effort musculaire. Et ça paraît simple comme ça. Mais pour la plupart des gens, c'est très, très difficile. Parce que comme on a l'habitude d'être dans la tension, on ne se rend même plus compte qu'on est tendu. Moi, je passe ma vie à dire aux gens de détendre les mâchoires et les yeux. Parce qu'on est comme ça toute la journée. Et le yin, en fait, on va dans des postures où on utilise beaucoup de coussins, beaucoup de supports, où il n'y a pas d'effort pour être dans la posture. Et on va, avec l'immobilité, réussir à détendre d'abord plus les muscles et ensuite le mental, ensuite le système nerveux. On se rapproche de la méditation, en fait. Si tu veux, oui. Hors antenne, on parlait de la question de la respiration et puis un petit peu parce qu'on a parlé de l'apnée sportive, comment est-ce qu'on peut... quelle sensation ça fait, cet inconfort d'aller sous l'eau, d'être en situation d'apnée. Et tu as parlé de voie du yoga qui marche beaucoup sur la respiration. Est-ce que tu veux essayer de peut-être un petit peu en parler et puis d'exposer ces différentes voies du yoga, peut-être pas seulement sur la respiration. J'ai même entendu parler du yoga du rire, pour dire. Alors, quelles sont ces différentes approches et tu as même évoqué que
que ça faisait partie du soft power indien aujourd'hui, qui avait une sorte de politique un petit peu autour du yoga. Il y a tous ces aspects-là du yoga qu'on pourrait aborder. Alors, donc, on a beaucoup parlé des postures. Maintenant, on peut parler du coup du souffle, ce qu'on appelle le pranayama. C'est réducteur de dire que c'est des exercices de respiration. L'idée, c'est d'abord d'observer, puis de contrôler le souffle. Tu parles de yoga du rire. J'avais jamais fait le pont avant, mais en fait, j'ai pratiqué 2-3 fois le yoga du rire. Qu'est-ce qu'on fait quand on rigole? On respire. On surventile, en fait. Et le yoga du rire, c'est quelque chose de très, très récent, qui était complètement contemporain. Et l'idée, c'est de forcer le rire jusqu'à ce que le rire arrive et qu'on rigole pendant 1 heure. On fait un petit peu des étirements, on chauffe un peu le corps. Mais l'idée, voilà, c'est vraiment de respirer beaucoup et ça crée un apaisement et un espace intérieur énorme. Donc, c'est très efficace. On peut appeler ça du yoga, oui. Pranayama, contrôle du souffle. Donc, il y a plein d'exercices. Respiration alternée, respirer très fort. D'abord, se concentrer peut-être plus sur l'expire, peut-être plus sur l'inspire. Ça a des vertus stimulantes ou calmantes. Mais l'idée, c'est encore d'élargir la conscience. Depuis le jour de notre naissance, on respire sans avoir y pensé, heureusement. Et de ramener la conscience sur ce qui nous maintient en vie. Au final, notre souffle, c'est toucher un peu plus à qui on est et qu'est-ce qui est vivant en nous. Donc moi, c'est ce que j'aime dans le pranayama. Oui, on a parlé du yoga du rire, mais il y a ce yoga du souffle. Il y a les formes de yoga un petit peu extrêmes, où on voit le fakirisme, ou les différentes approches où paraît-il, des yogis arrivent à tenir des très longues apnées. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est du yoga spectacle? Est-ce que c'est du yoga qui est encouragé en Inde? Comment est perçu peut-être comment sont perçus les différents yogas? Alors, il y a plusieurs choses. Si on remonte un petit peu en arrière, fin 19e, on peut dire que le yoga, c'était pas quelque chose de très démocratisé en Inde. C'était pas forcément bien vu. Les yogis, il faut imaginer, un peu comme l'image de Shiva, des gens qui sont pas très habillés, qui sont pauvres, qui possèdent pas grand-chose, qui s'isolent souvent dans les montagnes et qui vivent une ascèse très très stricte, donc qui sont très très maigres. Voilà, qui, pour la plupart, ne se nourrissent presque plus, qui font leurs pratiques, qui font leurs rituels et qui passent beaucoup de temps assis à méditer. Et on parle de certaines personnes qui ont transcendé complètement la mort et qui sont restées à méditer pendant plusieurs centaines d'années. Donc ça, c'est à la fois du conte et légende et à la fois voilà, ce qu'étaient les yogis fin 19e. Et c'est une période, si tu veux, où dans le monde, globalisation commence, il y a l'Occident qui développe l'industrie, le côté très matérialiste, le capitalisme qui prend beaucoup de place, et l'Inde qui a envie de valoriser quelque chose aussi, qui a envie de briller avec ses traditions, et qui du coup a un peu récupéré le yoga, plutôt que quand c'était mal vu, c'était très confondu avec la sorcellerie, le fakirisme, un peu les choses occultes, et qui a voulu en prendre ce qui était lumineux et développer en quelque chose qui était plus visible. Donc, qu'est-ce qui est plus visible? C'est les postures. Donc, en fait, s'inspirer de la gymnastique et la gymnastique suédoise qui était en mode à cette époque, le culturisme aussi qui était à la mode, donc le culte du corps. Et d'ailleurs, en Inde, ça existe toujours. Il y a des espèces d'olympiques du yoga. Donc, on fait du show, de la démonstration, d'asana. Ça a commencé, du coup, fin 19e avec un Maharaja, je ne sais plus du tout lequel, qui avait envie de valoriser ça, qui avait envie de valoriser le côté postural du yoga et de montrer, nous aussi en Inde, on sait faire des choses, on a le pouvoir du corps, on a les valeurs du yoga qui sont la non-violence, le soin de soi, voilà, ce genre de choses ils ont voulu les mettre en avant et c'était la naissance du soft power en fait. C'était d'un côté, on a l'Occident qui est plutôt dans un truc industriel, agressif, capitaliste, et nous, on a la non-violence, et ce qui a inspiré Gandhi par la suite. Donc en fait, c'est cette volonté de faire briller l'Inde à travers la tradition yogique et le vouloir montrer à l'Occident qui a fait que certaines personnalités du yoga sont allées en Occident et ont montré. Donc d'abord, ça a été du show. Donc c'est pas forcément les valeurs profondes du yoga qui ont été vecteurs de transmission. C'est plus la posture, le côté contorsionniste. Même B.K. Iyengar le dit. Lui, il est beaucoup venu en Suisse
pour démontrer. Et ça a piqué la curiosité d'Occidentaux, et ensuite ça s'est développé. J'ai quelques dates clés. Une des contemporaines de B.K.S. Iyengar, qui était d'ailleurs élève chez Krishnamacharya au même moment, c'est Indra Devi, qui, dans les années 40, 50, elle est venue à Hollywood et elle a monté un premier studio de yoga, donc postural, proche de la gymnastique suédoise. Et dans les gens qui sont allés prendre des cours avec elle, c'est Marilyn Monroe qu'on voit. On a quelques images d'elle qui font du yoga, et ça a popularisé. Et du coup, quelque chose qui en Inde était réservé à des ermites, des ascètes, est devenu une pratique à la mode, populaire, ou pour les Occidentaux, d'abord les Américains. Bon, on a l'impression finalement, alors il faut que tu me contredises si c'est pas le cas, mais on a l'impression que les Indiens sont particulièrement forts pour ce genre de recherche dans l'inconfort, au travers, ou dans l'observation, ou dans l'observation du souffle, ou dans l'observation que ces postures méditatives, on les trouve, j'ai l'impression, presque qu'en Inde. Est-ce que je me trompe? Est-ce qu'il y a d'autres traditions dans le monde où c'est aussi axé sur le fait de se regarder soi-même pour essayer de transcender un inconfort et pour essayer de trouver une clé au travers de celui-ci? On voit qu'il y a tous ces yogas qui se développent, toutes ces manières. Il y a des yogis qui disent qu'ils ne mangent pas, qu'ils ne se nourrissent pas pendant des jours et des jours. Il y a eu récemment un film sur un qui a été observé en milieu hospitalier, où il n'a pas mangé pendant des semaines et des semaines. On a l'impression que l'Inde réunit un petit peu toutes ces expérimentations au-delà de la vie quotidienne de la plupart des gens dans le monde entier, finalement. Je ne sais pas si je serais aussi tranchée. Ce que je peux dire, de mon point de vue d'occidental, c'est que nous, on a été nourris à l'intellect. Et ce que j'ai expérimenté, ce que j'ai rencontré quand je suis allée en Inde ou en Népal ou même dans d'autres pays d'Asie, c'est que l'intellect n'est pas forcément la première chose qu'on valorise. C'est plutôt... et que, en fait, l'incarnation, la chair, le corps aussi, il ne le voit pas du tout de la même manière. C'est pas tant important. En fait, cette vie sur Terre qu'ils ont, cette incarnation, c'est juste un passage. Nous, on est très accrochés à notre corps, à quoi il ressemble, à sa santé. Voilà, on a peur de la mort. Alors que ce que j'ai senti, et c'est pas le cas de tout le monde en Inde, mais parce que voilà, l'Inde change aussi énormément, c'est qu'il y a ce côté spirituel, divin. C'est que c'est ça qui est important. C'est qu'on n'est que de passage et que cette incarnation n'est pas importante. Ce qui est important, c'est d'être connecté à quelque chose de plus grand. Et il y a une grande humilité, si tu veux, dans cette manière de vivre. Il y a moins d'ego, tu vois. Il y a un détachement. Et c'est ça, peut-être, qu'on cultive, nous, dans nos postures aujourd'hui, dans notre pratique. Enfin, ce que moi, j'aime voir, c'est se détacher de ce qu'on possède, se détacher de l'esthétique du corps, se détacher de ce qu'on a, mais être plus dans la présence, plus dans l'instant. Et pas s'attacher à, oui, ça tire quand je fais ça, en fait. Et j'étais très, très frustrée à vouloir justement comprendre. J'avais besoin de théorie, j'avais besoin de savoir pourquoi est-ce qu'on fait ça comme ça. Il n'y avait pas de réponse. On me disait, pratique, fais. Et ça, c'était très frustrant pour moi à l'époque. Et aujourd'hui, je le comprends. Aujourd'hui, je commence à y toucher. J'ai beaucoup de mal à expliquer pourquoi je fais du yoga, mais je le sais. Et je suis moins dans cette volonté de comprendre. Et ça, c'est un détachement que je vis. Vraiment, vraiment puissant. Et ça, c'est... Si tu veux, moi, je pense que je suis quelqu'un qui a toujours cherché la liberté. Depuis enfant, j'ai ce truc de je veux de la liberté, je veux de la paix. Et j'ai essayé beaucoup, beaucoup de choses pour trouver la liberté. On a parlé un peu de l'alcool avant, mais j'ai beaucoup été dans les drogues psychédéliques. Je dis drogue parce qu'avant, je les utilisais de manière très, très récréative. Et en même temps, je savais qu'il y avait autre chose. Aujourd'hui, je suis plus dans des prises plus conscientes où je cherche toujours cette liberté avec ces produits-là. Mais ce que je me suis rendu compte, c'est qu'avec la pratique du yoga, je n'avais pas besoin d'une substance ou d'une plante extérieure. C'est que ces choses-là, je pouvais avoir la réponse à l'intérieur de moi. Je pouvais trouver ces espaces à l'intérieur de moi.
C'est la même chose avec le voyage. Moi, j'ai énormément voyagé. J'ai vraiment baroudé pendant des années. Aujourd'hui, je suis plus tant intéressée. Alors oui, je retournerai en Inde parce que je vais aller voir un certain centre à Pune et puis je vais envie peut-être de revoir certains de mes maîtres. Mais si j'ai pas une mission vraiment particulière, je voyagerai plus. Je voyage sur mon tapis de yoga avec 3 fois rien et sans polluer. Et je suis nourrie par ça. Vraiment. Qu'est-ce que tu penses d'approches comme Sadhguru qui fait de grands efforts pour que l'Occident comprenne la pensée indienne? En général, ce rapprochement entre l'Inde et l'Occident et toi-même, finalement, tu opères aussi dans ce rapprochement entre Inde et Occident? Oui, c'est pas évident pour moi parce que je suis très soucieuse du côté réappropriation culturelle. Je n'ai pas assez suivi Sadhguru pour parler de lui. Mais j'ai eu une discussion assez intéressante l'autre jour avec un ami qui, donc lui, pour des raisons X ou Y, s'est rapproché de l'église protestante. Et on s'est rendu compte tous les deux qu'on avait une certaine, pas haine, mais très mauvaise image de Jésus. Et qu'on n'était pas à l'aise avec son image. Moi, je sais que j'ai une collègue, on a un hôtel dans un studio où je travaille, et donc un hôtel avec certaines divinités, comme on a Shiva ici. Et cette collègue voulait mettre une image de Jésus, et j'étais vraiment pas à l'aise avec ça. Et ça me questionnait beaucoup, parce qu'il m'a rien fait. Voilà. Moi, j'ai pas spécialement eu d'éducation religieuse, mais j'ai quand même grandi dans un environnement où le judéo-chrétien, voilà, les valeurs, la culture est quand même très omniprésente. Et je décortique de plus en plus ça, je me rends de plus en plus compte, ok, ça vient de là. Et du coup, c'est imposé, quelque part. Ça s'est imposé à moi, sans que je l'ai choisi, alors que l'hindouisme, le bouddhisme, c'est des choses qui m'ont fait rêver toute mon enfance et qui ont un goût pas d'égoïsme, mais d'exotisme. Et récemment, j'ai regardé, alors j'ai oublié son nom, mais il y a un swami assez célèbre qui est venu à Woodstock en 69. Et les organisateurs de Woodstock étaient un peu inquiets parce que Woodstock, c'était quand même beaucoup de monde, beaucoup de jeunes, beaucoup de drogue. Et puis... Et voilà, des gens parfois agités et contestataires. Et donc, il y avait un moment un peu de trouble et ils ne savaient pas trop comment apaiser la foule. Et du coup, ils ont fait venir ce swami sur scène. Et j'ai juste regardé cette vidéo où ce mec qui est habillé en une grande toge, couleur safran, il a les cheveux longs et bouclés, il a une grande barbe et puis il s'avance comme ça, les mains jointes. S'il n'était pas indien, s'il n'était pas foncé de peau, il ressemblait à Jésus. Et il avance dans la foule, et puis il s'assied, et puis il a tous ses acolytes autour, pour pas dire apôtres, tu vois, qui sont habillés de la même couleur. Et puis il commence un discours sur la paix, l'amour, et c'est des choses qu'on pourrait retrouver dans la Bible, qu'on pourrait retrouver à l'église. Et tout le monde est fasciné. Donc ce peuple américain qui a aussi une culture judéo-chrétienne comme nous, comme moi. Donc... oui, je pense que il y a plein de cheminements spirituels. Tu t'es réconcilié avec Jésus depuis? Ce dont je te parle, c'est arrivé la semaine dernière, donc je ne sais pas encore où j'en suis. Je ne sais pas s'il aura sa place sur l'autel. Mais ouais, je pense que j'ai un esprit rebelle comme beaucoup, et les choses qui m'ont été imposées, j'ai eu besoin à un moment de les rejeter. J'ai rien contre Jésus, mais il y avait quelque chose, il y avait ce nœud-là. D'ailleurs, certaines personnes disent que Jésus serait allé chercher son enseignement en Inde. Hein. C'est une théorie qui circule. Peut-être même qu'il s'asseyait en tailleur. Hein. Je ne sais pas. Aujourd'hui, c'est la voie de l'Iyengar qui me paraît être la voie royale pour l'époque dans laquelle on vit. C'est parce que c'est un yoga extrêmement inclusif. BKS Iyengar, il est un peu à tort connu pour avoir créé une méthode où on utilise beaucoup les supports, donc les blocs, les briques, le mur, les cordes, les sangles, même les coussins, les bolsters et plein d'autres choses. Donc parfois il est un peu amalgamé avec ça, mais c'est quelque chose qu'il a amené. Pourquoi ? Parce qu'il a commencé à enseigner à des Occidentaux qui n'ont pas vécu toute leur vie assis par terre en tailleur et qui du coup sont raides, qui sont plutôt justement dans le confort. Du coup le corps devient faible, le corps n'a plus besoin de s'adapter.
Et du coup, pour lui, il voulait vraiment vulgariser, que tout le monde puisse pratiquer. Du coup, on s'aide des supports. On va s'aider du mur pour être plus aligné. On va s'aider d'une brique si le bras est trop court ou si la jambe est trop raide. On va s'asseoir sur des supports si on n'est pas capable de s'asseoir par terre. Si on a les bras courts, on va utiliser une sangle. Et c'est du génie. C'est du génie parce que ça permet à monsieur et madame, tout le monde très raide, de rentrer dans la sensation de sentir la direction d'une posture sans rentrer dans la posture parfaite. Et en même temps, ça permet de démystifier ce truc de j'ai besoin de me contorsionner et d'être capable d'attraper mon gros orteil et de mettre mon pied derrière la tête pour sentir quelque chose. Eh bien non, en fait. T'es vraiment dans cet effort de rapprochement, en fait, de faire des ponts entre les cultures. Parce que c'est ça qui t'attire dans cette méthode-là, c'est que on n'a plus besoin de mettre son pied derrière sa tête pour arriver à quelque chose. C'est adapté à nos besoins, nos capacités d'occidentaux. C'est vraiment ça. C'est surtout le côté inclusif. Je veux dire, je pense qu'aujourd'hui, il y a aussi des Indiens qui sont raides. Et lui, par exemple, c'était quelqu'un qui était malade. C'était pas quelqu'un qui était voué à avoir une carrière, si on peut parler de carrière, sur le corps physique. Et pourtant, voilà, il a vécu très très vieux et il faisait encore beaucoup de choses avec son corps jusqu'à la fin de ses jours. Donc je sais pas si c'est le rapprochement des cultures, j'en sais rien. C'est pas comme ça que je le vis. Peut-être parce que j'ai encore ce conflit intérieur de réappropriation culturelle. C'est plus ce côté inclusif. Le yoga, c'est pour tout le monde, en fait. Mais du coup, c'est aussi pour nous, pour les Occidentaux. Oui. Voilà. Pour tout le monde et à tout âge, et je trouve ça génial. Moi, mon élève la plus âgée, elle a 87 ans, et elle a commencé cette année. D'accord. Elle a commencé à 87 ans. Donc c'est sûr que je ne vais pas lui enseigner de la même manière que... ma moyenne d'âge, c'est plutôt 30-40, de mes élèves, 50 peut-être. Je ne vais pas amener de la même chose, mais je peux lui faire vivre des choses similaires. Et ça, c'est génial, ça, c'est extrêmement précieux. On est quand même dans un monde où performance, individualisme, c'est des maîtres mots. Et il y a des choses exclusives qui me dérangent un peu dans la vie de tous les jours. Et là, on est dans... T'as une jambe de bois, tu peux pratiquer, en fait. Ou t'as pas de jambes, tu peux pratiquer quand même. Donc oui, je pense que c'est ça qui m'anime. Et en fait, ce que j'aime, ce qui m'anime dans mon métier, même si j'ai du mal à dire que c'est un métier, c'est que toutes les semaines, je vais être devant des défis, devant des corps qui sont malades, qui sont blessés, qui sont en surpoids, ou des gens qui sont déprimés. Et c'est comment réussir à amener un peu plus de lumière, un peu plus de paix, un peu plus de liberté, en passant par les postures, quoi. Le souffle et juste offrir un espace où on peut être, en fait. On peut être dans n'importe lequel de ces états et c'est OK. Si on en prend conscience et si on l'accepte, on est déjà dans le yoga. Ici, c'est l'inconfort pour l'inconfort. On a presque l'impression. On a l'impression que ça s'arrête là. Et c'est plus difficile de voir le but. C'est plus difficile de voir que, justement, il n'y a pas de but, mais c'est un chemin. Mais quel est l'intérêt de ce chemin? On a vraiment de la peine, je trouve, à le saisir. C'est fugace et insaisissable. Bikaisa Iyengar dit que les 2 premières années, c'est un travail de mulet, qu'il faut vraiment être courageux, parce qu'en fait, on va en chier, quoi. Ça va être compliqué. Alors, c'est sûr, il y a des gens qui ont plus de facilité que d'autres. Moi, je pense qu'il faut avoir une certaine foi et une grande curiosité de compréhension de soi. Mais tu vois, on parlait un peu des psychédéliques avant. Manger des champignons, qui sont jamais très bons. Ça peut même donner la nausée. On peut passer un sale moment. On a ce risque de faire ce qu'on appelle un bad trip. On prend quand même pas mal de risques on ne sait pas où est-ce qu'on va. Mais je pense que c'est pareil avec le yoga. Sauf qu'on peut s'arrêter avec le yoga. Oui, on peut sortir de la posture. Oui. Mais c'est une voie longue. Je pense que ça amène dans des sphères comparables. Tu vois, c'est l'élargissement de la conscience. La différence, c'est que quand tu prends une plante, une substance, tu sais que tu la prends à un tel moment et que ça va s'arrêter à un autre. Alors qu'avec le yoga, tu commences, tu sais pas quand. Il n'y a pas de fin, en fait. Tu vas pratiquer. Le chemin, il ne s'arrête pas. Et tu as l'impression que ça peut mener au même éveil? Alors, c'est très compliqué pour moi de dire le même. Sadhguru, par exemple, c'est une chose que je sais. Lui, il dit qu'on n'a pas besoin de prendre les substances, qu'avec la pratique de la méditation, on a déjà tout à l'intérieur de nous et on peut vivre les mêmes choses. Voilà, comme certains yogis peuvent contrôler les battements de leur cœur. Lui, il dit qu'il peut contrôler nos neurotransmetteurs, tout ça. Moi, j'ai goûté au psychédélique bien avant de goûter au yoga.
Alors, est-ce que le yoga m'apporterait la même chose aujourd'hui si j'avais pas goûté au psychédélique, si j'avais pas été dans cette quête de liberté avant? J'en sais rien. Mais aujourd'hui, tu peux dire que tu as atteint ces niveaux de conscience avec les deux. Oui. Sauf qu'il y en a un qui est garanti et que, si tu veux, les psychédéliques vont ouvrir certaines portes pendant un temps donné. Et je sais, quand je suis dans certains espaces, que j'ai accès à beaucoup d'informations que je ne vais pas pouvoir ramener. Je vais ramener une sensation, je vais ramener... il y a un avant et un après, c'est sûr. Alors qu'avec le yoga, je ne sais pas, quand je vais sur mon tapis tel jour, qu'est-ce qui va m'arriver. J'en sais rien du tout. Mais je peux être touchée par des moments de grâce et des moments de conscience. Que, par contre, je vais très bien m'en rappeler. Ça, je l'emmène avec moi. Et ça va faire partie de quelque chose qui se construit. C'est ça les pierres précieuses dont tu parles, qu'on trouve sur son tapis de yoga. Entre autres, oui. Après, ce qui se passe en Occident, c'est qu'on est très... Pourquoi la plupart des gens font du yoga? C'est parce qu'ils ont besoin de déstresser, parce qu'ils ont envie d'augmenter leur bien-être, ils ont envie de s'étirer, ils ont envie de faire une activité physique, de transformer leur corps. J'ai envie de dire, c'est des effets secondaires positifs. Pour moi, c'est pas ça le but, mais si déjà on trouve ça, c'est déjà pas mal. Si déjà on a le bien-être, c'est pas mal. Même si c'est pas la clé. Et puis, ne serait-ce que tu disais, quand on débute, c'est du travail de mulet. Moi, je me rappelle quand même, et je le vois avec mes élèves débutants, c'est qu'en général, on se sent quand même mieux à la sortie du cours qu'à l'entrée. Rien que ça vaut déjà le coup. Alors, qu'est-ce que la conscience, justement? Qu'est-ce que tu en as compris après tes diverses explorations? Comme je disais tout au début, moi, j'étais plus dans l'anesthésie du corps. Je n'avais pas conscience de mon corps. Je suis quelqu'un qui, dans la vingtaine, avait énormément de douleurs. J'avais des ulcérations dues à mon style de vie, l'alcool, mauvaise alimentation. Mais je vivais avec... je vivais contre, en fait. Je prenais des antidouleurs pour ne pas sentir. Et puis, c'était de pire en pire. Et le corps criait. Et ce que j'ai appris, c'est à l'écouter. Donc déjà, ça, c'est une grande prise de conscience. J'ai pris conscience aussi ce que c'était que le féminin et le masculin. J'ai pris conscience que j'étais une femme, mais très masculine sur certains points de vue. Et que je pouvais cultiver un côté ou l'autre. Que je pouvais... Là, on rentre dans des sujets avec lesquels je ne suis pas sûre d'être à l'aise de vouloir... Non, mais ça m'intéresse de savoir qu'est-ce que ton exploration du masculin et du féminin. Qu'est-ce que pour toi le masculin et le féminin? Alors, dans le jargon yoga, on va dire le côté yin et le côté yang. Et encore là, c'est des choses avec lesquelles je marche vraiment sur des œufs parce que pour moi, une femme n'est pas censée être plus féminine ou plus masculine. Je considère que chaque être a une part de masculin et de féminin. Et moi, il se trouve que je suis incarnée dans un corps de femme et que j'avais beaucoup de masculin. Et que j'ai découvert avec, entre autres, la pratique du yoga, que je pouvais cultiver un peu plus mon côté féminin. Et que c'était peut-être quelque chose qui n'était pas équilibré chez moi. Mais ça, je parle vraiment que pour moi. Je ne dis pas que qui que ce soit devrait être équilibré de quel côté. Je pense que c'est une exploration. Et que moi, j'ai choisi de cette exploration aujourd'hui. Et au-delà de toi, qu'est-ce que le féminin et le masculin? Ouais, c'est là que je suis pas du tout à l'aise. Tu vois, quand j'ai fait ma formation yin, et je suis plus du tout d'accord avec ça, on va associer le yin au passif, au réceptacle, au froid, au doux, au lent, et le yang, donc l'opposé, c'est l'actif, le chaud, l'instigateur. Je suis plus d'accord avec ça, en fait. Et j'ai pas encore trouvé la narration qui me convient. Je trouve que c'est très réducteur. Ce que je peux dire qui est très intéressant, c'est que, enfin, moi je trouve assez marrant, c'est que tous mes profs en Inde, la plupart des profs que j'ai rencontrés, à part une personne, c'était que des hommes en Inde. Au Canada, en tout cas à Montréal, c'était à peu près moitié-moitié entre les profs et les pratiquants, avec peut-être un tout petit peu plus de femmes.
Aujourd'hui, à Strasbourg, j'ai 98% de pratiquants et pareil pour les collègues, hein, il y a très peu d'hommes qui enseignent. J'étais super contente l'année dernière, j'avais un cours de 14 personnes où j'avais la parité homme-femme. Très rare. Ouais. Oui, on a cette image ici, j'ai l'impression, dans cette partie-là de l'Europe, entre Suisse, France, Allemagne, que c'est un truc de femmes, en gros. Alors que c'est pas la même chose au Canada. Non. Non, la mentalité, en tout cas au Québec, c'était pas la même chose. Ce que je pense, c'est que justement, comme il n'y a pas de chrono, comme il n'y a pas de but à atteindre, bah, ça intéresse moins l'ego masculin. Tu vois ce que je veux dire ? J'ai beaucoup d'hommes qui arrivent dans mes cours parce qu'ils veulent faire telle posture hyper acrobatique, en équilibre sur la tête ou sur les mains. Et moi, je leur explique que c'est pas vraiment ça qui est important. Et donc, la moitié ne vont pas forcément revenir. Mais j'ai aussi des femmes qui viennent pour ça. Hein. Mais je l'ai plus noté sur les élèves masculins qui veulent vraiment atteindre ça. Et une fois que... Ouais, après, ça se termine. Et du coup, c'est dommage. Du coup, ces élèves... Enfin, j'essaie vraiment de leur faire goûter à autre chose et de leur apprendre la patience aussi. C'est une école de la patience. Est-ce que tu as l'impression que tu as pu sortir de tes addictions grâce au yoga ou c'était simplement une autre époque dans ta vie ? Bon, j'étais pas quelqu'un qui était... Je me suis jamais mise en danger, je pense, avec mes consommations, sauf peut-être l'alcool. Bon, il y a eu plusieurs éléments. J'ai changé de vie. Hein. Je suis passée d'une vie étudiante à Strasbourg à une vie étudiante à Montréal, où à Montréal, j'ai vraiment dû étudier pour passer mes examens. C'était pas la même exigence. Je pouvais pas travailler quand j'étais au Canada, donc je pouvais pas. J'avais peu d'argent, donc je pouvais pas fréquenter les bars. Surtout que l'alcool est très cher au Canada par rapport à la France. Et en même temps, j'ai découvert le yoga. Alors, est-ce que le yoga a remplacé la fête et l'alcool ? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a eu... Ouais, c'est l'année 2012, il y a eu beaucoup de changements et qui ont fait que j'ai commencé à prendre un peu soin de moi. Mais c'est multifactoriel. Et du coup, je ne sais même pas, qu'est-ce que tu as allé étudier ? Le cinéma. Réalisation documentaire. D'accord. Et du coup, est-ce que tu en fais ? Rien du tout. Rien du tout. On m'a même proposé un boulot quand j'ai gradué. Et en fait, la vie en ville, à ce moment-là... Le côté mondain, le côté technique, c'était vraiment plus pour moi. Donc j'ai préféré explorer le continent en stop et je suis devenue maraîchère en fait. J'avais envie d'être dans la matière, j'avais envie d'être dans du concret, j'avais plus envie d'être dans du poser un cadre et avoir une narration. Tu vois, j'avais envie de faire pousser des légumes, comprendre les animaux, voilà, dans des choses très très concrètes. J'avais un côté très anticapitaliste aussi. Je visais un idéal une utopie d'autosuffisance. Et voilà, donc j'ai appris à traire les chèvres, j'avais des abeilles, je faisais pousser des légumes. Et ça a été ça ma vie pendant un petit temps après l'université. Au Canada ou ici ? Au Canada principalement, et j'ai un peu fait ici aussi. Ouais. Et pour moi, je pratiquais déjà beaucoup le yoga à ce moment-là, hein, ça s'est vraiment entremêlé. Mais c'était une manière tu vois, de me connecter aux éléments, de me connecter à la nature. J'avais besoin de ça pour me connecter à moi. Et aujourd'hui, j'ai moins besoin de ça. Alors, c'est sûr que ça me manque de ne pas avoir un grand jardin. Je suis une nouveau citadine. Ça me manque ce contact avec les animaux réguliers, tu vois. Bon, pas me lever à 6h du matin pour traire les chèvres. En vrai, ça, j'ai donné. Mais ça a été un vecteur pour m'amener à plus de tranquillité, pour me permettre, tu vois, aujourd'hui justement de plus m'asseoir, de dérouler mon tapis, parce qu'il n'y a rien de plus difficile au final que d'avoir sa pratique personnelle, d'avoir cette discipline. En tout cas pour moi. Prendre des cours, c'est une chose, mais dérouler son tapis chaque jour, 2 fois par jour, pour développer sa pratique à soi, c'est complètement autre chose. Dans les cours, on apprend des techniques, on apprend les clés, on apprend la sécurité, on apprend les postures, mais ensuite, après, le vrai travail, il se fait seul. Donc, je pense que j'ai eu besoin de passer par ce côté... très primaire du maraîchage pour m'enraciner un petit peu. C'est pas compliqué, j'ai arrêté de bouger tout le temps, j'ai arrêté de voyager, j'ai arrêté de déménager 3 fois par an. Je crois que j'ai déménagé 50 fois dans ma vie. Là, ça fait 1 an et 4 mois que j'ai la même adresse. Et mon tapis a sa place au centre de cet appartement. Et là, tu as l'impression, c'est presque une ascèse.
Oui, mais j'ai quand même une vie. Oui, j'imagine. Et c'est ça que j'aime beaucoup dans l'enseignement et de ce qui m'inspire Mikael Iyengar, c'est que c'est pas quelqu'un qui s'est retiré du monde. C'est que c'est quelqu'un qui a dit non, mais moi je veux une famille. En fait, je veux pas devenir un moine. Je veux une vie dans ce monde. Donc non seulement il a eu une vie de famille, il a eu des enfants, il a monté une école, il a voyagé partout, il a vulgarisé le yoga, il a développé sa technique, il a écrit plein de livres. Il vit dans notre monde. C'est pas quelqu'un d'inaccessible dans un temple où parler plusieurs langues. Enfin. Donc moi j'ai envie de ça. Je me suis souvent questionnée. C'est quelque chose dans mon parcours entre Vipassana et d'autres expériences que j'ai eues dans des ashrams. Je me suis demandé à un moment si j'allais pas finir ma vie dans un ashram, à être nonne. Pas pour le côté religieux, mais le côté ascèse et me couper de cette folie du monde capitalisme qui est toujours pas mon idéal. J'ai à moitié un pied dedans parce que je vis ma vie d'occidentale à payer mes factures et voilà, quand même avoir un business. Mais ouais, ça a été un gros questionnement. Et ce que je me suis rendu compte, c'est que j'avais pas envie de me couper de l'amour. J'ai envie de une vie de couple, quelque chose, peut-être une famille un jour, je sais pas, mais j'avais pas envie de me couper de ça. Aujourd'hui, je suis sûre de ça, mais j'ai eu des gros doutes. Juste me couper de tout, parce que j'ai vraiment, assise pendant 10 heures par jour, j'ai connu aussi des moments de grâce et une grande liberté. Une grande liberté dans l'ascèse. Ouais. Et aussi un cadre, du coup. Oui, un cadre. Difficile dont j'avais besoin. Ouais. Mais aujourd'hui, je sais que j'arrive à me donner un peu plus ce cadre moi-même. J'ai plus besoin de l'austérité du monastère ou du centre Vipassana ou de l'ashram. Dans les cours que tu donnes, ton but, c'est d'essayer d'ouvrir les gens à cette approche du yoga comme tu l'as découvert aujourd'hui? Ou est-ce que, j'imagine que c'est ça, que tu essaies d'ouvrir les yeux des gens à cette zone d'inconfort qu'on visite avec un regard un petit peu décalé sur soi? Ou bien c'est la gymnastique que tout le monde propose? Évidemment non. Alors, il y a plusieurs réponses à cette question. Ce que je dois poser aujourd'hui, c'est que c'est malgré moi que c'est mon métier, mon travail. C'est pas ce que j'avais voulu. Quand mes maîtres m'ont dit maintenant la suite pour toi, c'est d'enseigner, moi je voulais développer plus ma connaissance du yoga. Et à un moment, je me suis dit, c'est super, si je donne des cours, ça va me permettre de gagner un peu d'argent pour moi pouvoir faire plus de stages, développer plus, faire tout le yoga que j'ai envie de faire. Et il y a eu le Covid, et donc ça faisait peut-être 2 ans que j'enseignais, et ça a été fou, parce que moi j'ai continué du coup à donner des cours en ligne, parce que c'est tout ce que je pouvais proposer, et des gens que je voyais une fois toutes les 2-3 semaines, j'ai commencé à les voir 3 fois par semaine en ligne. Les gens se sont vraiment accrochés à la pratique et étaient très très enthousiastes, et je voyais le bien que ça leur faisait. Et ça, c'était hyper surprenant, parce que moi j'étais très débutante, j'étais pas du tout sûre de moi, je me sentais complètement illégitime. Et là, en fait, il y avait tellement, du coup, ce vide, il y avait tellement, ce que je disais tout à l'heure, on n'a pas eu le choix de se concentrer sur l'essentiel, et l'essentiel, c'est devenu, pour moi, l'enseignement, et pour eux, la pratique. Donc là, il y a eu un bound qui s'est créé, et j'ai encore des élèves de cette époque et d'avant qui sont encore là et qui progressent. Donc, je sais pas ce que je veux pour eux. Je sais que moi, je me sens bien quand j'enseigne. Je sais que je peux être très déprimée, je peux être très nerveuse, je peux ne pas du tout avoir envie de traverser la ville pour aller donner un cours. Mais à partir du moment où je commence à enseigner, je sais que je suis à ma place et je suis dans l'instant, et tout le reste s'arrête. Donc, quelque part, je suis aussi dans le yoga. Et ce que je me suis rendu compte aussi, c'est moi, j'aime l'humain. Avant de faire du cinéma, avant d'être à l'université en cinéma, j'étais en psycho, parce que je voulais aider l'humain, je voulais apporter du soin. Et en fait, je me rends compte que je peux le faire avec ça, avec le yoga. Et qu'il y a ce truc aussi c'est encore le Covid qui m'a ouvert les yeux là-dessus, c'est que moi, je suis quelqu'un qui fait beaucoup d'autostop dans la vie. J'ai pas trop peur des gens, mais on a toujours ce truc. Mes parents étaient terrorisés par ça. Je suis rentrée dans les voitures de gens qui avaient peur de moi. Et on a cette peur de l'autre. Et souvent, après un trajet de 10, 15, 20 bornes, à apprendre à être dans un environnement clos avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, tout d'un coup, en fait, on se détend et on se sent beaucoup mieux. Et ça, c'est quelque chose que j'ai toujours trouvé incroyable et qui me nourrit beaucoup. Et je touche à ça avec mes élèves. En fait,
déjà, on est dans le corps, je parle de tout le corps, hein, je vais vraiment parler de toute l'anatomie, on est complètement décomplexé. Je vais avoir des contacts physiques avec eux, on va transpirer, on va se montrer vulnérable sur le tapis. Et ça crée du lien, en fait. Et c'est ce qu'on appelle la sangha, tu vois. C'est les gens qui sont qui sont rassemblés par une pratique. Et je trouve que c'est magique, en fait. Et c'est un message de paix. Alors oui, on va transpirer, on va faire des choses difficiles, mais c'est vraiment un message de paix, de s'accepter soi et d'être ensemble dans cette pratique. Donc moi, ça, c'est quelque chose auquel je crois beaucoup. Mmh. Puis bon, ça paye mon loyer en plus, c'est super. Je suis personnellement très attaché à cette idée que le Covid, que cette crise nous a beaucoup amené. Et puis on parlait du concept de crise, ou en tout cas d'inconfort, et puis trouver du sens dans cet inconfort, ou pas forcément du sens, mais en tout cas l'observer, cet inconfort, et puis essayer d'y trouver sa place à l'intérieur, et puis de porter son attention là où il faut. Qu'est-ce que tu peux parler de cette période sans parler de la politique autour et tout ça? Mais qu'est-ce que, justement, tu as dit que ça a été un déclencheur, où tu as compris tout à coup, tu as créé ce lien avec les gens qui te suivaient, au niveau sociétal et personnel. Comment est-ce que tu penses que ça... Pour moi, c'est d'une importance fondamentale, tout ce qui s'est passé à ce moment-là. Est-ce que tu peux nous en parler de ta perspective? Moi, c'était très particulier comment j'ai vécu ça, parce qu'en plus, après une semaine de confinement, moi, j'ai été hospitalisée en urgence. En fait, pour refaire l'histoire au complet, je venais de commencer à enseigner, donc ça faisait 1 an que j'enseignais, en fait, c'est ça. Et pour moi, du coup, j'ai accepté tout ce qu'on me proposait comme cours, donc j'enseignais énormément, et je faisais tous mes déplacements à vélo, j'en étais à 150 km de vélo par semaine. Et comme j'enseignais à des débutants, et comme moi-même j'étais débutante, je démontrais énormément. Donc mon corps travaillait énormément, et d'un coup, j'ai dû perdre 10 kilos, et je me suis asséchée très vite. Et une vieille blessure que j'avais depuis une dizaine d'années a dégénéré, donc une hernie ombilicale. Voilà. Donc, une semaine après le début du confinement, moi, je ne pouvais plus respirer, j'étais clouée au lit, donc je me suis fait opérer. Et ça s'est mal passé, en plus. Donc je suis restée 10 jours à l'hôpital, sans manger, avec un tube dans le nez et sans savoir quand j'allais sortir. Et comme c'était le Covid, je voyais personne, j'avais contact avec personne. Donc là, assez forcé, hein, vraiment dur. Et j'avais même pas un bouquin, j'avais rien. J'avais juste la douleur. C'était Vipassana. C'était Vipassana avec la douleur, le tube dans le nez. Vipassana, on mange quand même, on a 2 repas par jour, ils sont super. Et on n'est pas dans un lit d'hôpital. Et donc ça a été très, très, très dur. Et je suis sortie de là et après, j'étais juste confinée. Alors oui, j'avais encore mal. J'avais une cicatrice sur le ventre. Je pouvais presque pas bouger. Je pouvais bien sûr pas pratiquer, pas enseigner. Mais il faisait beau et j'avais un balcon et j'avais mes livres. Donc c'était génial. Et j'avais mon amoureux qui, de l'époque, qui du coup était là 2 fois plus... Il travaillait, mais du coup beaucoup moins. Donc on était dans une bulle. Et puis il y avait cette reconnexion à l'essentiel. Oh, je peux manger. Alors que la semaine d'avant, j'avais pas le droit. Chaque jour, je récupère un peu plus de mobilité, la douleur commence à diminuer, je peux aller au soleil. Ouais, donc, je suis vraiment revenue à l'essentiel et je ne me rappelle plus de la question maintenant. Donc, quoi est-ce que ça a changé au niveau sociétal et pour toi? Oui, et donc, revenir à l'essentiel, et ça m'avait permis aussi de convaincre mon compagnon de l'époque de la ville, c'est fini. On va à la campagne. On a déménagé entre les 2 confinements. On est revenu à des choses beaucoup plus... Ouais, il adorait la nature, mais on n'était jamais au contact. Donc on est allé vers ce qu'on aime, en fait. Revenir à des choix de cœur et pas des choix imposés. Et quand j'ai de nouveau pu enseigner en direct, c'était génial parce que déjà, je pouvais revoir ces gens en vrai. On était très contents de se voir. Il n'y avait pas de masque dans un cours de yoga, on respire, donc il n'y avait pas de masque. Donc on pouvait se voir en entier. Il n'y avait plus de peur. En fait, ceux qui avaient choisi d'être là, ils avaient choisi de ne plus avoir peur. J'en ai perdu en route, hein, c'est sûr. Il y a des élèves qui n'ont pas voulu revenir. Mais ce truc de... Tu sais, on était à un point où on avait peur que de respirer, ça contamine l'autre et ça pouvait créer de la mort. Alors que dans la pratique du yoga, la respiration, c'est la vie, le souffle de vie, le prana. Je crois que c'est en hébreu. D'ailleurs, ça m'a frappé. En hébreu, je crois que c'est le mot ruh, R-U-H. Ça veut dire à la fois esprit et respirer. Mm-hmm. C'est l'essence de la vie, je trouve ça.
Et oui, donc oui, je pense que ça a été très transformateur pour la manière dont j'avais confiance en ce que je transmettais. Et que oui, c'est un élan de vie, en fait. Après avoir été séparée, de recréer du lien. Ouais. Tu vois, j'enseigne dans un petit endroit, une salle associative en centre-ville de Strasbourg. Strasbourg, en hiver, c'est le marché de Noël, c'est des millions de touristes, c'est l'enfer. Enfin, pour les Strasbourgeois, c'est l'enfer, les touristes, voilà. Et je traverse cet endroit à vélo pour venir enseigner dans un cocon. Et les gens traversent la ville comme ils peuvent, avec leur tapis de yoga et tout, pour venir, un peu comme ils vont à la messe, tu vois, pour venir dans ce cocon de paix, d'espace, de liberté. Et qu'est-ce que la Lydie d'aujourd'hui dirait à la Lydie d'avant qu'elle ait 20 ans? D'avant qu'elle ait 20 ans? Je peux pas dire que j'ai des regrets ou que je voudrais changer les choses. Peut-être mets-toi un peu moins de pression, parce que tu n'es toujours pas capable de... La différence, c'est que maintenant, j'arrive à voir que je me mets de la pression. Oui, ne te mets pas trop de pression, ça ira. Tout passe, de toute façon. C'est la philosophie bouddhiste qui me va bien. Tu crois qu'on se met trop de pression générale dans notre monde? Moi, je suis spécialiste, mais je pense que je ne suis pas la seule, oui. Ouais, je pense que... Mais on vit dans un monde où tout s'accélère. Moi, j'ai frôlé le burn-out plusieurs fois, alors que je fais quelque chose que j'aime et que je n'ai pas du tout un emploi du temps. Enfin, je ne vois pas avoir un emploi du temps. Enfin, je n'enseigne pas tous les jours cette cours, hein, ce n'est pas du tout ça ma vie. Mais trop d'informations, trop d'injonctions. Ouais, il y a une très forte pression, tout se contracte. Les gens dorment moins, les gens... Pour certains de mes élèves, je vois beaucoup, parce que j'ai quand même une centaine d'élèves par semaine, c'est une victoire que de pouvoir passer 1h15 pour eux dans la semaine. C'est une victoire. Pour moi, on devrait pouvoir faire ça tous les jours. Oui, être connecté à soi, pas juste pendant 1h15 dans la semaine. Faire ce dont on a envie. En fait, et puis bon, peut-être qu'en Alsace, on est encore un peu plus strict avec ça, mais rien faire, c'est mal vu. C'est être fainéant. Tu vois ? Être sur son tapis de yoga et s'autoriser à ne rien faire, juste être au contact de son souffle et de sa respiration, pour moi, c'est... j'aurais envie que ça soit un peu plus la norme, mais aujourd'hui, c'est presque un acte révolutionnaire, anticapitaliste, tu vois. Ouais, pourtant, quand on en fait un tout petit peu, même à mon niveau, c'est pas rien faire, d'être assis. Non, mais tu vois, en fait, ce qui est le plus important dans une série de yoga, c'est Shavasana, c'est être allongé sur le dos et ne rien faire, retirer l'activité du corps, retirer toute action. Et ça, c'est un luxe aujourd'hui. Alors, pour moi, ça devrait être la norme. C'est un luxe. Et en même temps, oui, si on veut politiser la chose, oui, c'est un acte révolutionnaire anticapitaliste, ça coûte rien. Ça coûte rien, ça rapporte énormément à soi, mais pas au système. C'est un peu une des choses auxquelles je me questionne beaucoup aussi. C'est beaucoup de gens font du yoga parce qu'ils veulent être plus performants, ils veulent être moins stressés pour au final mieux travailler et tout ça. Et ça, pour moi, c'est une dérive. Je vois la même chose avec les psychédéliques. C'est un peu à la mode, le microdosing de LSD pour être plus créatif, aussi plus performant. J'ai pas envie d'aller dans ces choses-là. Pour moi, c'est une dérive. Je dis pas que c'est pas bien, mais c'est une dérive. Est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'aurait pas abordé, que tu aimerais aborder, ou un mot de la fin? Moi, j'ai la chance d'avoir grandi à la campagne, une bonne partie de mon enfance, et je considère vraiment que c'est une bénédiction. Tu vois, j'ai beaucoup de verdure autour de nous, la forêt à 5 minutes à pied, et puis en tant qu'enfant, je pouvais y aller toute seule. J'ai toujours joué dans des mares où il y avait des têtards, il y avait les Vosges autour, on voyait loin. Et je pense que très jeune, j'ai eu cette connexion avec le vivant. Et en fait, ce que je souhaite avec le développement du yoga, de la manière dont c'est pratiqué aujourd'hui en Occident et ce que je fais avec mes élèves, ce que je souhaite, c'est montrer la voie de plus en plus de gens à reconnecter au vivant. Juste respirer, c'est un échange gazeux avec les arbres, en fait. Tu vois, l'oxygène, tout ça. Et
on parle souvent de perte de spiritualité, perte de sens. Et pour moi, un des chemins les plus simples pour nous aujourd'hui, parce que moi je comprends en tout cas, c'est être connecté au vivant. Et je pense que le yoga, même très postural et uniquement postural, ça peut être un chemin pour ça. En tout cas, cette notion de souffle, pour moi, est devenue centrale. Et dans les expériences, que ce soit avec les psychédéliques ou le yoga ou les expériences sportives, j'ai l'impression que ça ouvre des possibilités et des moyens d'exploration très particuliers. Et le fait que le yoga soit lié au souffle est quelque chose qui m'attire. S'il y a quelque chose qui m'attire dans le yoga en particulier, c'est ça. Ouais. Merci beaucoup d'être venu ici. Je sais que c'était pas un exercice facile pour toi, mais je l'ai trouvé très sincère et que tu as réussi à dépasser un petit peu une appréhension. Et j'ai trouvé tes mots très justes et bien choisis et qui m'ont touché en tout cas, personnellement. Merci beaucoup. Merci, c'est assez émouvant. Oui, c'est pas du tout confortable pour moi d'être en face d'une caméra. J'avais étudié le cinéma, c'était plutôt pour être derrière. Mais c'est un bel espace que tu offres. Je me suis sentie à l'aise de pouvoir parler de quelque chose que j'aime au final et qui m'anime tous les jours. Donc, merci beaucoup.